Oui. Je suis là. Bonjour Romain, bonjour Serge, Salut bonjour Xavier, bonjour Joël. Salut. Je vous vois que les quatre là, voilà. Vas-y, Romain, commence. J'essaie de récupérer tout le monde. Alors, j'ai regardé rapidement tout à l'heure, a priori tout le monde est là. Bon, en tout cas, bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui n'étaient pas encore là et que je n'ai pas vu. Merci d'être là, merci donc aux organisateurs de ce colloque de me donner l'occasion de mettre une chemise. Tu es organisateur du colloque, Romain. Oui, enfin, je le suis un peu moins que Olga, toi et Frédéric Rollin et Xavier qui s'est quand même pas mal impliqué. Donc, on va parler durant ce panel de la lutte contre la pandémie dans le contexte international et européen. Donc, on a vu les 5 vidéos, donc Thierry Garcia, Raphaël Morel, Sarah Glaser, Didier Blanc et Régis Chemin qui ont posté leur contribution sur Internet, donc sur la chaîne YouTube vendredi. Alors, comme on est sur un sujet qui est particulièrement mouvant, qui bouge beaucoup, avant de poser quelques questions un peu transversales, je voudrais savoir si parmi les intervenants, il y a des gens parmi les 5 personnes qui ont posté une contribution, s'il y en avait un ou deux qui voulaient revenir sur ce qu'il avait dit, parce qu'il y aurait eu un changement important durant le week-end. Parce qu'il y a des choses qui bougent assez vite. Donc, est-ce que pour l'un d'entre vous, il y aurait des petits ajouts à faire au regard de l'actualité? Oui, pour moi. Bonjour à tous à nouveau. Bonjour. C'est une des rares fois où je suis aussi content de voir autant de collègues. On est 112. Très bien. Oui, il y a eu une réponse, puisque je m'étais attaché à voir les réponses de l'Union à travers toute une série de compétences. Et j'ai découvert qu'il y avait une réponse spécifique au titre d'une compétence exclusive qui est la politique commerciale commune de l'Union. Il y a donc une adaptation s'agissant donc des accords commerciaux entre l'Union et ses partenaires. C'était une dimension que j'ai découvert donc vendredi en fin de journée. Voilà. Et donc, je n'ai pas parlé, mais dans le papier que j'enverrai à l'RDLF, je mettrai en avant, je traiterai cette question. Parfait, merci. Pas d'autres? Alors de mon côté aussi, bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Raphaël Morel. J'intervenais sur le multilatéralisme et depuis jeudi où j'ai enregistré ma contribution, il y a eu pas mal de nouveautés puisqu'on a eu le compte-rendu de ce qu'avait dit le G20 qui s'est réuni et qui confirme globalement ce que j'avais dit. Et par ailleurs, le Conseil de sécurité est réuni aujourd'hui. Alors, sans doute pas tout de suite, parce que ça va être dans 2 heures, je pense. Et donc là, il va parler du Covid-19 pour de vrai. Alors en réalité, la réunion n'est toujours pas officielle, c'est toujours pas à l'agenda du Conseil de sécurité. Donc on reste dans l'espèce d'amateurisme et le flou, en tout cas institutionnel, qui caractérise la situation au Conseil de sécurité. Et il semble surtout en fait que cette réunion, elle était obligatoire parce que le mandat de la MANUSOM, donc la mission d'assistance en Somalie, arrive à son terme demain. Donc de toute façon, il faut proroger son mandat. Ça aurait pu attendre un petit peu, mais la situation a sans doute précipité les choses. Et j'ajoute qu'un certain nombre d'États qui font l'objet de sanctions de la part du Conseil de sécurité, alors ça peut être des embargos sur les armes, des sanctions pour des questions de financement du terrorisme, etc., ont adressé un courrier au secrétaire général et au Conseil de sécurité qui a été publié jeudi soir et qui demande à tous les organes des Nations Unies, mais évidemment spécifiquement au Conseil de sécurité, de suspendre toutes les sanctions, puisque dans le contexte du Covid-19, ça ferait que renforcer la menace à la paix et à la sécurité internationale. Voilà. Alors, si je peux enchaîner sur la menace à la paix et à la sécurité internationale. Hein. Alors, moi, je ne suis pas Madame Soleil, mais je pense effectivement que le Conseil de sécurité, quand il va se réunir, on ne sait pas d'ailleurs si c'est de manière virtuelle ou de manière réelle, hein, si j'ose dire. Hein. Il n'y a pas d'indication, enfin, d'après ce que je sais pour l'instant. Je pense qu'il ne peut que dire que le coronavirus est une menace à la paix et à la sécurité internationale, vu qu'il avait qualifié de la sorte d'Ebola et qu'Ebola restait, comme je l'ai dit, qu'une pandémie. Alors là qu'on est dans le stade, alors là qu'on est dans le stade avec le coronavirus d'une pandémie et que c'est beaucoup plus grave dans la mesure où ça touche
tout le monde, quoi. Tout le monde, et les conséquences économiques, politiques, sanitaires, sociales vont être beaucoup plus importantes qu'elles ne l'étaient avec Ebola. Donc, à mon sens, je pense que le Conseil de sécurité, il va qualifier le coronavirus, le Covid-19, de menace à la paix et à la sécurité internationale. Ça, à mon avis, sur le plan de la qualification, c'est entendu. Ensuite, la grosse question qui va se poser, quels moyens d'action va-t-il disposer? Quels moyens d'action va-t-il mettre en œuvre? Et là, l'interrogation est vraiment entière dans la mesure où il faut qu'il y ait une coopération de tous les États pour que ces moyens puissent être mis en œuvre. Et là, j'ai quelques doutes, hein, comme le disait Raphaël Morel, avec la crise actuelle du multilatéralisme, je ne suis pas optimiste dans un délai, on va dire, assez bref, puisque l'urgence serait la règle en la matière et que là, le Conseil de sécurité étant divisé, Big Five étant divisé, je ne suis pas optimiste pour une action rapide et concertée avec les autres institutions internationales comme l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce aussi, qui aurait son mot à dire, le Fonds multilatéral, le FMI, la Banque mondiale, le G20. Donc voilà, il faudra qu'il y ait une concertation, une coordination, voire un consensus. Mais là, c'est vraiment des points d'interrogation. Merci Thierry. Régis Chemin, Sarah Glaser, quelque chose à ajouter par rapport à vos communications avant qu'on rentre dans des questions un peu plus transversales peut-être? Pas spécialement, si ce n'est qu'on reste… On ne te voit pas, Régis. Oui, je vais essayer de régler ma caméra dans un instant. On reste toujours sur une expectative. On a cru un instant qu'il y avait une ouverture concernant les Corona Bonds et que finalement, on sent qu'il y a encore beaucoup de résistance à vaincre de ce côté-là. Voilà. Ouais. D'accord, très bien, merci. Sarah Glaser? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, Okay. on vous entend. Moi, je me suis intéressée à plusieurs aspects. Un vaccin, on ne l'attend pas avant l'automne. Pour l'instant, l'entreprise la plus avancée pour un vaccin annonce qu'il pourrait y avoir des résultats vers la fin de l'été, ce qui est déjà un exploit. Donc, un vaccin, c'est une beaucoup plus longue durée. En termes de diagnostic et d'épidémiologie, les choses avancent beaucoup et très rapidement. Le gouvernement a dit ce matin, il me semble, qu'ils allaient tester la population en recourant à d'autres moyens que des tests diagnostiques percés, c'est-à-dire en recourant à des moyens de modélisation, en demandant aux médecins de ville ce qu'ils pensaient être la propagation du virus, etc. Tout ça peut être alimenté par des algorithmes d'intelligence artificielle. Il y aura une conférence à Stanford sur ce point mercredi. Et donc, en ce qui concerne le diagnostic, les choses avancent. Et en ce qui concerne les remèdes, une entreprise autrichienne est entrée en phase 2 des essais cliniques, c'est-à-dire une phase déjà assez avancée, pour ce qui concerne des remèdes à la situation de détresse respiratoire. Donc, finalement, mon champ est assez optimiste parce qu'il avance au rythme de la science et que le rythme du droit, en ce moment, s'adapte. Mais a priori, ce sont ça les nouvelles. Très bien, merci beaucoup. Alors, il me semble qu'il ressort de vos différentes interventions une question qui est celle du niveau pertinent d'action. C'est-à-dire à quel niveau faut-il répondre pour avoir une réponse efficace à cette crise du Covid-19 ? Et alors, bien sûr, on voit que l'Union européenne a essayé de répondre, alors avec du retard, certes, mais elle a essayé de répondre. Les interventions de Thierry Garcia et de Raphaël Morel montrent que l'ONU met encore plus de temps, si tant est qu'ils parviennent à répondre. Est-ce que, selon vous, et là la question s'adresse un peu à l'ensemble des intervenants de ce panel, est-ce que, selon vous, il y a un niveau qui serait plus pertinent qu'un autre et pour quelles raisons ce niveau serait plus pertinent ? Qui veut prendre la parole ? Allez-y. Allez-y. Alors, moi,
Moi, je pense que le niveau européen est relativement pertinent pour agir dans le domaine de la recherche scientifique, des réponses concertées, parce qu'il y a tout simplement les moyens pour agir. C'est-à-dire que dans le domaine de la recherche scientifique, la crise rencontre toute une infrastructure qui a quand même préparé le terrain. C'est-à-dire qu'on a tout un tas de règlements, dont Horizon 2020, qui permet de débloquer de l'argent, de financer la recherche, d'agir à ce niveau-là. Donc même si c'était assez intéressant parce que par exemple la Banque centrale européenne était vouée à réguler la stabilité des prix et maintenant elle est amenée à agir autrement, il n'empêche qu'elle en a peut-être les moyens. Donc l'Union européenne est une échelle intéressante, il me semble. D'accord. Alors, on avait une question de Bérangère Taxil. Bérangère? Ton micro, Bérangère, vas-y. Oui, je suis là. Je soulignais, c'était plus une remarque qu'une question, mais je ne suis pas sûre qu'on ait la réponse. L'Iran, depuis le 12 mars, a écrit au secrétaire général de l'ONU pour rappeler le caractère illicite du régime des sanctions extraterritoriales unilatérales imposées par les États-Unis et les effets désastreux qu'elles produisent dans un contexte de Covid, l'Iran étant l'un des premiers pays touchés. Y a-t-il eu des réponses de la part des organes de l'ONU? Et puis là, je pense sérieusement qu'il ne faut rien attendre du Conseil de sécurité dans ce contexte. Alors, si je peux dire un mot, moi, Bérangère, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il ne faut pas attendre grand-chose du Conseil. Je pense que ça a précipité la tenue de la réunion. Alors, d'après moi, mes informations, la Chine a annoncé que cette réunion aujourd'hui serait virtuelle, qu'elle n'aurait pas lieu physiquement. Mais après, c'est une information qui date de vendredi. Donc, peut-être qu'entre-temps, ils ont changé d'avis. Je pense que la raison qui a vraiment motivé le Conseil de sécurité à se réunir, en tout cas le consensus qui a été trouvé, c'est pour discuter des sanctions. Pas uniquement des sanctions iraniennes, mais l'Iran fait partie des signataires du courrier qui a été envoyé à tous les organes des Nations Unies et qui dénonce l'extraterritorialité des sanctions. Il y a aussi Cuba, le Venezuela, la Syrie, la Russie, la Chine. Et donc, je pense que le consensus il s'est trouvé pour discuter du maintien ou non de ces sanctions dans le cadre du Covid-19. Après, bon, c'est difficile de savoir ce que le Conseil de sécurité va dire. Je doute aussi qu'il l'élève. Mais moi, je pense que on le saura sans doute ce soir, peut-être, s'il y a un communiqué de presse ou s'il y a un compte-rendu. C'est même pas sûr qu'il y ait de compte-rendu puisque la réunion n'est même pas officielle. Mais s'il y a une avancée, ce sera peut-être pour lever certaines de ces sanctions pour les pays qui sont les plus touchés. Mais l'Iran, ça m'étonnerait puisque les États-Unis, de toute façon, s'y opposeront totalement. C'est pour ça que la question porte plutôt sur la réaction des autres organes de l'ONU. Est-ce qu'il y a eu réaction du secrétaire général ou de l'Assemblée générale, même si tu dis bien dans ton propos que l'Assemblée générale est paralysée, mais quoique la visioconférence est possible, peut-être. L'AG semble moins paralysé que le Conseil de sécurité, à vrai dire, puisque l'Assemblée générale a continué à communiquer. Alors, je ne sais pas s'ils vont se réunir ou pas, mais en tout cas, peut-être que ça viendra plus de l'Assemblée générale que du Conseil de sécurité. Peut-être que Thierry Garcia a plus à dire que moi là-dessus. Alors effectivement, bonjour Bérangère, déjà. Le secrétaire général, il a appelé un cessez-le-feu généralisé. Donc, il attire l'attention du Conseil de sécurité sur cette menace. Il veut essayer d'appeler à une solidarité mondiale pour qu'il y ait une coopération. Mais le problème, c'est que le secrétaire général, il n'a qu'un pouvoir d'attirer l'attention. Il n'a pas de moyens de décision. Mais parmi les différents organes, d'après ce que je vois ces jours derniers, c'est à mon sens le plus actif. Il est beaucoup plus actif, évidemment, que le Conseil de sécurité qui ne s'est pas encore réuni et que l'Assemblée générale qui se réunit de manière virtuelle. Et moi, j'avoue que je n'ai pas encore vu de compte-rendu de ces réunions. Je ne sais pas si Raphaël Morel a vu des choses par rapport à l'Assemblée générale, mais il y a une sorte de silence radio là-dessus, il y a une sorte d'opacité totale. Moi, j'avoue que je reste un peu sceptique sur la manière dont ils peuvent gérer ça.
puisque Romain demandait quel est le meilleur niveau d'action. Bon, évidemment, au stade de l'ONU, ça peut être qu'un stade interétatique, mais pour que ce soit efficace, encore faudrait-il qu'il y ait un consensus entre les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, ce qui n'est pas du tout évident, hein, pour employer un euphémisme, et que les autres États aussi du Conseil de sécurité, les 10 autres, suivent. Là, j'ai quelques doutes. Pour lever les sanctions extraterritoriales contre l'Iran, les États-Unis vont déposer un veto. Si la question est soulevée, à mon avis, c'est évident aussi. Donc, moi, je ne vois comme moyen d'action pour l'heure que des actions, on va dire, très ciblées, à tel niveau sous-régional, par exemple, dans les États, par exemple, africains ou d'autres zones qui seraient les plus affectés par le coronavirus. Il y a eu des opérations de paix sanitaire, par exemple, avec Ebola. Pourquoi pas envisager, je ne sais pas si ça prendra le nom, la forme d'une opération de paix, mais des actions, on va dire, d'urgence avec du personnel des Nations Unies qui sera envoyé dans les zones les plus ciblées. Mais de là à avoir une action concertée vraiment au niveau mondial, en l'état, vu la division qui règne au sein du Conseil de sécurité, il va agir à minima, en quelque sorte, et je n'y crois pas du tout à une action universelle, évidemment. J'y crois pas non plus, et d'un point de vue purement institutionnel, il me semble que l'Assemblée est un tout petit peu plus visible que le Conseil de sécurité, pour une simple raison, c'est que les réunions de l'Assemblée générale, et notamment des commissions budgétaires de l'Assemblée générale, continuent à avoir lieu de manière virtuelle, et on a des informations. Alors, sans avoir les comptes rendus pour l'instant, effectivement, on a au moins, quand on farfouille un petit peu, l'ordre du jour et la mention de l'existence des réunions, alors que le Conseil de sécurité semble travailler de manière complètement souterraine, puisque les seules informations qu'on a, elles sont sur Twitter. C'est-à-dire que même les déclarations officielles de politique étrangère de la France, et j'ai regardé du côté de la Russie, il n'y a pas grand-chose non plus, n'en font pas mention, alors que habituellement, dès qu'il y a une réunion, même discussion informelle entre eux, et on a un propos dans les déclarations de politique étrangère. Donc là, vraiment, on n'a absolument rien du Conseil de sécurité, alors que l'Assemblée continue à travailler, et le site internet a d'ailleurs été mis à jour pour dire qu'il continue à travailler. Voilà. Raphaël, ta bande passante passe pas très bien. Oui. Encore, mais ça coupe. Hein. Aïe, j'habite à la campagne. En fait. Et chanceux. Il me semble qu'il y a quelque chose qui ressort de vos vidéos au départ, et puis là, des propos échangés, qui est assez intéressant, et qui est en fait une difficulté à laquelle vont être confrontées les différentes instances internationales. C'est celle de pouvoir physiquement se réunir et trouver des procédures qui permettent des discussions et surtout des prises de décision à distance. Parce que dans la mesure où on met en place des mesures de confinement ou à minima de limitation des déplacements, on ne peut pas envisager de réunir l'ensemble des membres de l'Assemblée générale du Conseil de sécurité, du Parlement européen, pour parler de l'Union européenne, du Conseil européen ou du Conseil de sécurité. Et donc, il faut trouver des solutions. Et ce qui ressort un peu de vos interventions, que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, lorsque c'est informel, on peut plus facilement s'arranger pour faire de la visioconférence et donc discuter à distance. Par contre, dès lors qu'il s'agit de prendre des décisions juridiquement contraignantes avec une portée considérable, là, ça devient plus délicat, et on peut se poser un certain nombre de questions sur les adaptations techniques qu'il va falloir trouver dans le futur, parce que même à moyen terme, on ne parle pas d'une sortie de crise au niveau mondial avant 18 mois au mieux. Et donc, il va falloir que ces institutions trouvent des solutions pour continuer à fonctionner à distance. Ce qui va quand même considérablement, malgré le succès de ce colloque, appauvrir, à mon avis, la qualité du débat, puisque sur le long terme, on imagine mal une assemblée délibérative de plus d'une vingtaine de membres réussir à vraiment fonctionner par visioconférence. Alors, comment est-ce que vont faire avec les traductions simultanées? Enfin, tout ça est assez complexe. On voit qu'au niveau de l'Union européenne, il y a eu quelques solutions qui ont été trouvées. Est-ce que vous pensez qu'au niveau du Conseil de sécurité, on pourrait finir par trouver quelque chose? Alors, si je puis soulever un petit point, la Russie, il y a une semaine, contestait même la légalité éventuelle de décisions prises par la voie virtuelle, puisqu'il n'y a pas de précédent en la matière. Donc, contester en fait le fait de se réunir par voie virtuelle,
et d'adopter des décisions qui auraient une valeur obligatoire, voire contraignante. Donc déjà, il y a un problème de légalité qui se pose sur le fait d'adopter des réunions par la voie virtuelle, puisque jusqu'à présent, ça a toujours été adopté de manière, on va dire, matérielle, physique. Il y a eu une présence des membres. Donc déjà, c'est la première question qui va se poser. La légitimité, à mon avis, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a une légitimité, vu la crise qu'il y a à l'heure actuelle, sur un plan politique, sur un plan moral, sur un plan économique, sur un plan sanitaire, mais sur le plan de la légalité, si un État soulève ce problème, et la Russie l'a fait il y a une semaine, et si elle continue en quelque sorte dans cette voie-là, je me demande si sur le plan procédural, ça ne peut pas aussi ralentir les débats. Je ne sais pas ce qu'en pense Raphaël Morel, mais la question va se poser. Raphaël? Non? Alors, j'espère que la bande passante… C'est mieux. C'est mieux, bon. Alors, moi, je pense vraiment que c'est un faux problème, cette histoire de légalité. Je crois que la Russie fait exprès d'insister sur ce problème de légalité, mais je crois vraiment que… alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de précédent, c'est tout à fait exact. Après, l'article ligné de l'article 28 de la charte qui nous dit que le Conseil est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence, me permet de penser qu'on pourrait très facilement trouver des dérogations et adopter des décisions de manière virtuelle. Je note d'ailleurs que certaines décisions, le formalisme n'est pas forcément la règle au sein des Nations Unies. Il y a certaines décisions, certaines créations parfois d'organes qui sont décidées par note du président du Conseil de sécurité, qui sont des documents qui n'ont théoriquement aucune valeur dans la théorie du droit des organisations internationales. Donc, bon, je pense que le formalisme, c'est pas très gênant. Là, c'est un argument qui est avancé par la Russie pour retarder les choses. Puis, je pense aussi que la Russie et la Chine, notamment la Chine qui préside, la Chine a pu être attentive à la question de la légalité, ou en tout cas a bien voulu retarder les choses, parce qu'il y a aussi, en droit international plus général, la question de la responsabilité internationale de la Chine qui va se poser. Et je pense que la Chine a tout intérêt à retarder un peu les débats sur le Covid-19 dans le cadre du Conseil de sécurité. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est très, très secondaire dans la diplomatie chinoise, mais bon, voilà, je pense que ça peut jouer également. Mais je ne crois pas que le problème de l'égalité soit réellement un problème. En tout cas, sur le terrain du droit de l'Union européenne, pour en avoir parlé avec un membre du conseil juridique, du service juridique du Conseil, il se posait des questions en termes de légalité, c'est-à-dire que les décisions du Conseil de l'Union européenne, si derrière elles sont soumises à un contrôle de la Cour de justice, sur le point de la procédure, il faut absolument qu'il sécurise la chose avant que les institutions puissent commencer à agir. Voilà. Mais ça ne fonctionne pas de la même manière au sein des Nations Unies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle de légalité. Donc, ce qui explique que le Conseil de sécurité a parfois pris des décisions qui sont juridiquement très bancales, mais ce n'est pas gênant parce que c'est un organe d'abord politique, le Conseil de sécurité. Sa procédure, c'est lui qui la détermine. Donc, il y a un répertoire de la pratique du Conseil de sécurité et c'est dans ce répertoire qu'on a finalement des éléments de procédure décisionnelle et il n'y aurait pas vraiment de difficulté pour ajouter un élément à ce répertoire pour décider de la tenue virtuelle de réunion. Ce serait sans doute beaucoup moins problématique sur la question de la légalité procédurale que dans le cadre de l'Union européenne, à mon avis. Pour revenir sur votre propos sur la responsabilité de la Chine, puisque je vois qu'Olga Mahmoudi a réagi sur le chat, et effectivement, la question est intéressante. Est-ce que vous pensez qu'on peut envisager l'engagement de la responsabilité de la Chine, d'autant que, comme elle le souligne, il n'est pas impossible qu'il y ait eu bien plus que 3000 morts en Chine à cause du Covid-19, et qu'il y aurait eu donc une tentative de la part du gouvernement chinois de diminuer l'importance de l'épidémie sur son territoire. Mais le problème qui se pose, c'est sur quel fondement, quel type de responsabilité. Je veux dire, la responsabilité sur un plan juridique, responsabilité internationale, on sait que ça reste du domaine théorique. Là, si ce n'est pas une responsabilité, je ne vois pas pourquoi ce serait une responsabilité pour fait illicite, puisque c'est la seule en fait qui est opérationnelle en matière de responsabilité internationale. Si on veut activer une responsabilité pour fait licite, en quelque sorte, en disant
qu'il y a un défaut de précaution, on va dire, elle a manqué au principe de précaution, ce n'est pas du tout une norme qui a un caractère obligatoire et contraignant. Donc moi, je vois mal sur un plan juridique pouvoir engager la responsabilité internationale de la Chine. Après, si on dit que sur un plan politique, il y a une responsabilité de la Chine, ok, mais il n'y aurait aucune conséquence, en quelque sorte, juridique, obligatoire et contraignante pour la Chine. Ce serait simplement dire que la Chine a manqué de manière générale à son obligation sur un plan moral et politique. Mais sur un plan juridique, à mon avis, en l'état du droit international, en l'état du droit de la responsabilité, il n'y a aucune chance pour que la Chine puisse être sanctionnée. Ça, c'est mon point de vue. Ok, aucun fondement juridique ici pour voilà. La responsabilité. Ça, je sais. Je ne serais pas aussi catégorique. Moi, je pense que l'obligation de due diligence pourrait être invoquée. Donc, c'est l'obligation qui dit qu'on doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de dommages qui soient causés sur le territoire d'autres États, pour résumer. Et on ne sait pas encore dans quelle mesure la Chine a fait de la rétention d'informations. On manque d'éléments, en fait. Moi, je pense qu'il est possible qu'on trouve un juridique pour engager la responsabilité internationale de la Chine. On ne sait pas encore, mais je pense que ça peut être capable. Il ne passera jamais rien. Ça, c'est évident. Oui, c'est peut-être envisageable sur un plan théorique, mais il y a un énorme problème de preuve aussi qui se poserait. Oui. Donc moi, je disais effectivement, c'est envisageable sur le plan juridique, mais sur un plan de l'effectivité, je n'y crois pas une seconde. Non, moi non plus. C'est une question qui vous est… Allô ? Oui, on vous entend, allez-y. C'est une question qui vous est adressée justement par rapport à cette discussion sur la responsabilité de la Chine. Le fait, par exemple, que les scientifiques qui ont très tôt alerté sur la question en Chine ont été, en quelque sorte, censurés par le gouvernement, est-ce que ça pourrait jouer dans cet apport probatoire ? Alors, messieurs les internationalistes, la réponse est sur le chat, mais bon, le fait n'est ça, c'est un peu un fait internationalement illicite. C'est pas un fait internationalement illicite. Non, Bérangère a raison. Donc, dans le cas chinois, ça peut jouer éventuellement, responsabilité interne par rapport à la Chine, mais je doute effectivement que le gouvernement chinois mette en cause la responsabilité de ses dirigeants par rapport à ce qu'ont dit les experts. Donc, même sur le plan interne chinois, j'ai plus que des doutes. De toute façon, la question, elle porte pas vraiment sur la responsabilité internationale au sens juridique de la Chine. C'est la question de la responsabilité politique et du fait que les États au Conseil de sécurité se renvoient la balle et s'accusent mutuellement de choses qui sont vraies, de choses qui ne sont pas vraies. La responsabilité internationale, nous, on peut en parler vraiment comme un débat théorique intéressant et essayer de trouver des fondements, mais je crois que c'est pas trop la peine de se dessus parce que de toute façon, il n'arrivera rien. Très bien, merci beaucoup. J'ajouterais une chose, il existe un régime international de responsabilité sans faute pour les dommages de pollution transfrontière, mais c'est bien le seul régime qui existe qui permette d'engager une responsabilité. On n'est pas dans la situation de Tchernobyl. Et à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'État dont on cherche à engager la responsabilité parce qu'une épidémie aurait connu son point de départ sur son territoire. On n'est pas du tout dans une configuration où un État aurait laissé utiliser son territoire à des fins contraires au droit international. La Chine a été beaucoup plus transparente que la Russie sur l'existence et la propagation de l'épidémie. Dès lors, pourquoi vouloir ne serait-ce que chercher à mettre en cause la responsabilité d'un État qui semble avoir utilisé tous les moyens à sa mesure pour cantonner une épidémie. Oui, tout à fait. Bien, je passe la parole à Rita Bousta qui pose une question depuis un petit moment et que j'attendais que Didier Blanc revienne. C'est à vous. Oui, bonjour à tous. Écoutez, j'ai une petite question pour Didier Blanc qui évoquait tout à l'heure effectivement le développement des compétences exclusives de l'Union européenne à l'occasion de cette crise. Je ne sais pas si Didier Blanc est revenu parmi nous. Et ça y est. D'accord. Je suis connecté avec mon portable. D'accord. Très bien. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu peut-être la teneur de
adaptation de la politique commerciale commune de l'Union. Vous évoquiez tout à l'heure à titre introductif. Oui, en fait, Simplement il y a l'idée trois générale. aspects. D'abord, historiquement, cette crise sanitaire illustre pour la première fois la mise en œuvre de clauses de sauvegarde dans des accords commerciaux au nom de la santé publique. Voilà, c'est prévu dans la plupart des accords, ça n'avait jamais été mis en œuvre, donc là, c'est mis en œuvre. Il y a également la question des contrôles douaniers qui sont allégés pour des raisons évidentes. Et donc, il y a une adaptation de la réglementation sur notamment les contrôles anti-dumping. Voilà. Et ensuite, il y a la question de réglementation qui peut être décidée pour la production de matériaux. Il y a vraiment une réponse adaptée de l'Union dans le cadre de la PCC. D'accord, merci. Je ne vous ai pas entendu complètement. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez vu des… de spam, là. Je réponds par oral, puis après je vous ferai une réponse par écrit avec les éléments de réponse, enfin les liens. L'Union européenne, de toute façon, elle ne peut pas obliger les États à céder leur matériel médical. Voilà, elle n'a pas cette compétence-là. Encore une fois, sa compétence, c'est demander aux États de coordonner leur action. Et on peut difficilement imaginer qu'il puisse y avoir un contentieux là-dessus, c'est clair. En revanche, ça c'est assez intéressant parce que c'est la première fois que ça a été mis en place. Ça a été créé en 2019, je l'ai décrit très rapidement, mais voilà, on avait un temps limité dans notre précédente contribution donc mise en ligne. C'est qu'en 2019, il y a eu donc une modification de la décision de 2013 sur le mécanisme européen de protection civile. Et il y a la possibilité donc de créer, sur la base d'un mécanisme qui a été créé donc en 2019, Rescue, la Commission a décidé le 19 mars un achat groupé de matériel médical, dont des masques et dont des appareils de réanimation. Donc là, on n'a pas une adaptation du droit, on a eu finalement la mise en œuvre inédite de ce mécanisme-là. Voilà. Donc, pour la question de la concurrence, le droit de l'Union, ici, n'est absolument pas du tout compétent. Ce qu'il peut faire, c'est mutualiser des achats et ensuite ouvrir aux États membres. Et c'est le Centre européen de protection des maladies, de prévention des maladies, le CEPD, qui va être chargé de gérer ces stocks. Mais ça sera dans quelques mois, évidemment, que cette réserve sera mise en place. Voilà. J'espère avoir répondu à la question de… Désolé, j'ai coupé le micro sans faire exprès, c'est bon. Pas de problème, ça va, j'ai fini. Oui, c'était sur la fin. Romain, j'ai coupé tous les micros, il faut réactiver. Attends, je te redonne les droits d'administrateur, co-animateur. Si je peux dire quelques mots? Oui, vas-y, Régis. Mais justement, j'avais une question pour, à vous poser, justement. Alors, je commence ou… Je pose ma question, et puis comme ça, vous intervenez, puis vous réagissez. J'avais juste une question sur on va dire le moyen terme, parce que vous envisagez dans votre communication l'hypothèse donc de l'émission de bons obligataires communs à l'Union européenne. Dans quelle mesure est-ce que une telle possibilité existe dans le cadre actuel posé par les traités? Est-ce qu'avec le droit primaire qu'on a actuellement, on peut envisager une telle solution? Est-ce que le blocage il est uniquement politique ou est-ce qu'il y aura des difficultés juridiques? Alors, pour commencer, je vais partir d'un peu plus haut. Quand vous parliez de la question du niveau d'autorité qui serait utile pour intervenir face à la crise, et la difficulté à laquelle on va être confronté à moyen terme, c'est que, à moins que l'intervention de la Banque centrale ait été jugée suffisante, on va avoir un risque d'insoutenabilité des dettes publiques, en pensant notamment à des pays comme l'Italie. Et dans ce cas-là, il est clair que l'Italie ne pourra pas intervenir seule. Donc, il faudra une intervention qui se fera au niveau communautaire. Et là, on est confronté à un paradoxe, c'est que depuis qu'on a mis en place le pacte de stabilité, et depuis les années 2000, on ne cesse de mettre en place des régimes d'exception ou d'accorder de plus grandes souplesses aux États ou de remettre à zéro les compteurs.
Et à chaque fois, pour compenser ces réactions à des circonstances plus ou moins exceptionnelles, on réagit en disant, mais alors attention, en contrepartie, on va renforcer un peu la contrainte du pacte de stabilité pour que quand même il soit plus contraignant. Et je pense qu'on arrive un peu au bout de cette logique-là qui consiste à dire on met en place un régime plus souple, mais on va appliquer les règles plus sévèrement dans quelques temps. Et il y a un moment où ça ne va pas suffire. Il y a un moment où effectivement la question va se poser de mettre en place un régime de dette. Et à ce moment-là, il va falloir se poser la question de la compatibilité avec le traité. Parce qu'effectivement, tant qu'on envisage la création d'une forme d'endettement, y compris en passant par le mécanisme européen de stabilité, en le couplant avec des exigences de contraintes budgétaires, on reste dans les clous, c'est-à-dire que les États ne contribuent pas au financement de la dette publique de leurs partenaires, ou l'Union européenne ne contribue pas au financement de la dette publique des partenaires. À partir du moment où on va envisager une solution où il va y avoir une forme d'aide qui ne sera pas complétée par des contreparties, notamment des mesures d'austérité, on risque d'avoir une difficulté vis-à-vis du traité. Mon opinion est cependant que jusqu'à présent, à chaque fois qu'il a fallu interpréter le droit de l'Union européenne, on l'a, en tout cas par rapport à l'Union économique et monétaire, on a toujours justifié les souplesses par une appréciation extrêmement favorable du contexte. Donc peut-être que si un tel régime d'émission de bons souverains était contesté, on aurait une interprétation assez souple du régime qui est mis en place, mais on n'en a pas la certitude. D'accord, merci. Votre intervention, du coup, pose une question qui me paraît aussi intéressante et qui peut permettre de faire des liens entre l'international et l'européen. C'est la question de la solidarité. Parce que finalement, on a vu que sur ces Corona Bonds, on n'a pas que des questions juridiques, on a des problèmes politiques. Est-ce que les gouvernements sont prêts, les gouvernements de l'ensemble de l'Europe sont prêts à lancer un tel programme? Et donc, dans vos communications les uns les autres, on revenait souvent des exemples passés. Donc, du côté du droit international public, on a parlé d'Ebola. Et puis, du côté de l'Union européenne, on pouvait parler de la crise financière de 2009. Est-ce que vous ne pensez pas que la situation actuelle se distingue assez nettement, d'un point de vue structurel, de ces crises passées? Et est-ce que ça pourrait permettre, alors je ne sais pas, d'être optimiste ou pessimiste quant aux réponses possibles, soit au niveau de l'ONU, soit au niveau de l'Union européenne, en fonction de vos spécialités? Alors, si je commence au niveau européen, je pense qu'il y a un point qui est extrêmement important par rapport à la crise de 2007, c'est que tous les États sont frappés, c'est-à-dire que ce n'est pas une crise qui ne frappe qu'un État par rapport à un autre. Et cette fois-ci, certains pays européens qui étaient opposés à une forme de solidarité n'auront pas l'argument de dire qu'ils n'ont pas à payer pour les errements ou les fautes de leurs partenaires. Bien au contraire, on pourrait dire que c'est peut-être le pacte et les exigences du pacte qui ont amené à des réformes des politiques de santé ou d'éducation qui pénalisent les États. Donc, ça enlève un élément qu'on pouvait opposer à ceux qui sont partisans d'une solidarité. Ça la justifie d'autant plus. Cela étant, la réalité, elle sera essentiellement économique et politique. Il est clair que si des mesures exceptionnelles sont nécessaires, on peut espérer que certains États seront contraints d'accepter un renforcement de la solidarité, mais on n'en a pas encore la certitude, à mon avis, y compris au niveau international, où on voit qu'on a plutôt des réactions qui sont individuelles. Oui, et on notera que les Pays-Bas, qui sont peut-être ceux qui s'opposent le plus nettement actuellement, le plus fortement à des mesures de solidarité européenne, sont sur une position, sont visiblement encore au tout début d'une éventuelle contamination par le virus. Et peut-être qu'il y a un lien entre l'un et l'autre, effectivement. Si je peux ajouter quelque chose, pardon. Vas-y Didier, oui, si tu as un... Parce que sur la solidarité, il y a un fonds, si j'ose dire, pour ça. C'est le fonds de solidarité qui a été créé en 2002 à la suite d'inondations très importantes en Allemagne et en Autriche, qui étaient des pays riches et qui pouvaient donc assez peu mobiliser les fonds structurels. Et la Commission, le 13 mars dernier, a mis en place une proposition pour modifier le règlement, je crois que c'est un règlement, le règlement instaurant ce fonds pour ne plus le réserver exclusivement aux catastrophes naturelles, mais aussi aux catastrophes sanitaires. Bon, il reste que sur la période 2014-2020, c'est un fonds qui était doté de 500 millions d'euros, donc c'est assez peu, mais
il y a là une réponse directe et très précise sur cet angle de la solidarité, mais il est évident que cette solidarité européenne, elle ne va pas s'exprimer de manière sensible sur ce fond, mais voilà, on peut dire que de manière juridique, il y a ce rapport entre solidarité et catastrophe sanitaire. Voilà. Alors, dans le cadre international, Romain, Merci Thierry. la solidarité, évidemment, c'est beaucoup moins juridicisé que dans le cadre de l'Union européenne, mais on pourrait utiliser, moi je ne pense pas au cadre onusien, je pense à des mécanismes qui ont été mis en œuvre dans des conférences internationales notamment et des programmes qui servent aux catastrophes naturelles, humaines. Et dans ce cadre-là, sur la base d'un volontarisme étatique, parce que malheureusement, bon, pour moi, il n'y a pas encore de nécessité sociale disant que quand une catastrophe arrive, c'est une obligation pour les États de donner des moyens, on va dire, humanitaires, économiques, sociaux, sur une base donc purement volontariste, en usant en quelque sorte des moyens humanitaires et des moyens qui sont prévus pour les catastrophes, tout type de catastrophe, on pourra agir dans les pays qui sont les plus gravement touchés sur les plans sanitaires, économiques et sociaux. Je pense en particulier et d'abord aux pays en développement. Mais si je peux faire le parallèle aussi entre l'Union européenne et par exemple le Fonds monétaire international, on a quand même toujours, dès qu'on aborde la question du droit international économique, on est confronté à des autorités qui, systématiquement, pour aussi se défendre, vont limiter le champ du débat en expliquant que finalement les questions de droits de l'homme, les questions d'éducation ou de santé, ça n'est pas leur priorité, ce sont des questions qui relèvent encore de la souveraineté des États. Et je pense par exemple au Fonds monétaire international qui dira qu'il n'est pas responsable des politiques d'ajustement qu'il met en œuvre, ce sont des choix souverains qui sont élaborés par chaque État individuellement. Et l'Union européenne, quand on parle de la mise en œuvre du pacte de stabilité, elle n'est pas forcément loin de cette analyse. Alors, mon optimisme, mais je pense que je serai très vite contesté par la réalité des faits, est qu'on est peut-être face à une situation où l'enjeu est tel que les institutions européennes, ou peut-être les institutions internationales comme le Fonds monétaire international, accepteront d'intégrer un peu plus de critères sociaux, environnementaux ou autres dans l'élaboration des politiques qu'ils préconisent ensuite aux États. C'est là qu'il y a peut-être un enjeu ou un espoir pour le futur, c'est que ça sera peut-être une prise de conscience qu'un assouplissement des logiques qui restent encore celles qui ont été développées depuis le consensus de Washington dans les années 80 justifie une évolution. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a un petit peu débordé les midi et quart, même si on a été coupé, qu'on a perdu du temps, mais il me semble qu'il ne faut pas mettre trop en retard le troisième panel. Donc, merci à tous les intervenants, aux questions, au public. Et donc, je cède sans plus tarder la parole. Alors, soit à Serge Slama, soit à Xavier Près de Boulois.